Bonjour à tous. Bonjour Robin, bonjour Mathilde Bonjour et, Christophe. et Bonjour à tous. bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints pour ce webinaire. On va parler d'intégration de données entre Shopify Plus et des systèmes d'information. Comme je viens de le préciser dans le chat, ce webinaire est enregistré et pourra être du coup revisionné par la suite. On va vous dérouler la présentation, Robin et moi. Mathilde sera là en support et je la remercie de s'être jointe à nous puisque Mathilde fait partie de Shopify et Shopify Plus. On aura bien sûr la porte ouverte à un maximum de questions si vous le souhaitez. Deux manières, enfin une manière, pas de poser des questions, c'est de les mettre dans le chat que j'ai ouvert et que j'ai sous les yeux. C'est le plus simple. Vous pouvez poser vos questions en cours de présentation. On va dérouler une présentation. N'hésitez pas à poser vos questions quand elles vous passent par la tête. Et puis, on les traitera, on relira le chat et on y répondra en fin de présentation. Voilà. Alors, donc je répète bien que cette présentation, Robin et moi, nous allons l'effectuer. Et nous avons donc Mathilde en support exceptionnel, guest star, je ne sais pas comment dire, enfin bon, voilà, de chez Shopify et Shopify Plus, qui est là pour écouter et pour compléter les réponses qu'on pourra faire. Donc profitez-en d'autant plus du fait qu'on est Mathilde. Alors, au niveau de la présentation, moi, je vais d'abord présenter rapidement mon activité. Ça va être la page de pub Shopee Shopa Consulting. Après, vous aurez une petite page de pub VL Omni par Robin. Et puis après, on va attaquer le sujet. Je reprendrai la parole pour vous parler d'intégration de données de manière un petit peu générale, fondée notamment sur mon expérience. Et puis, Robin vous présentera la technologie VL Omni et on continuera tout au long de cette présentation de tourner autour du sujet qui est l'intégration des données au système existant, qui est notre sujet du jour et qui nous passionne, comme vous allez vous en rendre compte. N'oublions pas, et je vous le redis, que vous pouvez poser des questions et que vous pouvez vous poser vos questions même en cours de présentation et on y répondra dans la dernière partie de cette présentation. Dernière information, on prévoit de boucler tout d'ici une petite heure, donc on est entre 16 h et 17 h et on vous libère vers 17 h, dernier délai. Alors, en ce qui me concerne, moi, je fais du Shopify Plus et du Shopify POS depuis 7 ans maintenant. D'abord au sein de l'agence que j'avais cofondée et qui était basée en France et aux États-Unis. Et moi, j'étais basé aux États-Unis quand j'ai découvert Shopify début 2015. Et donc, j'en ai fait au final mon job unique. Je suis 100% dans l'écosystème Shopify. Dans mon agence, j'ai beaucoup travaillé, plus de 10 ans sur Magento. Donc autre plateforme e-commerce. Et avant cela, j'ai une culture de DSI. J'ai passé 10 ans dans 2 DSI. La DSI de Louis Vuitton, où je m'occupais du retail, l'informatique retail, et la DSI des parfums au sein de Shiseido, où j'étais DSI. Voilà. Et j'ai une vie encore antérieure dans l'Internet des années 90, au début en France en tout cas. Je produis un certain nombre de contenus au-delà de mes prestations de consulting. J'en ai mis 2 en avant. J'ai une méthodologie que j'utilise chez certains clients qui s'appelle SSCMAP, méthodologie projet spécifique à tout ce qui est projet Shopify, Shopify Plus, Shopify POS. J'ai un certain nombre de contenus de formation, notamment des modules de formation de 3 heures. Et puis j'ai un podcast en anglais un lundi sur 2. Donc le dernier numéro était hier. C'est un spécial résumé de Shopify Unite que je publie, qui est une veille continue toutes les 2 semaines à destination principalement de l'écosystème, mais qui peut être aussi écouté par des marchands Shopify. Voilà pour qui je suis. Robin, je te passe la main pour présenter rapidement qui tu es et VL Omni. Merci beaucoup, Christophe. Ça me fait plaisir aujourd'hui d'être ici. Je suis le directeur général et cofondateur de VL Omni. On est une plateforme d'intégration
en anglais ce qu'on appelle du iPaaS, Integration Platform as a Service. Ça, c'est un terme qui a été conçu par Gartner. Alors, c'est vraiment d'offrir de l'intégration comme un service géré pour des entreprises de moyenne et de grande taille. Alors, on va changer de slide. Ça fait 27 ans maintenant qu'on fait de l'intégration. On a commencé dans le domaine de l'EDI au Canada. On a plus que 200 clients en Amérique du Nord, en Europe et en Arabie Saoudite, etc., sur 3 continents. On fait tout notre développement au Canada et on a 20 employés en ce moment. On parle une dizaine de langues, qui est indicatif d'où viennent nos employés. Et ça fait longtemps qu'on travaille avec Shopify et Shopify Plus. On est un partenaire depuis mai 2017, mais on a commencé il y a plus que 10 ans avec Shopify. Un de nos clients tourne le site numéro 600 sur Shopify. Alors, ça fait très, très longtemps. Je pense en ce moment, et Mathilde, correct-moi si je ne suis pas correct, mais je pense qu'il y a à peu près 1,7 million de sites en ce moment sur Shopify. Il y a à peu près 10 000 sites sur Shopify Plus. Et ça, c'est une grosse augmentation parce qu'à l'année passée, je pense que c'était dans les environs de 7 000, 7 500, quelque chose comme ça. Alors, la prochaine, Christophe? Alors, moi, je vais reprendre la main juste avant, d'accord. Mathilde, qui est là en témoin, juste te laisser te présenter peut-être et ce que tu fais chez Shopify et Shopify Plus. Oui. Oui, super. Donc, je m'appelle Mathilde. J'ai travaillé chez Shopify depuis pratiquement 6 ans. J'ai travaillé d'abord 4 ans dans l'équipe des Launch Engineers, donc avec des marchands Shopify Plus pour les aider à se lancer sur la plateforme. Et puis, je me suis spécialisée vraiment à travailler avec les partenaires Shopify Plus pour vraiment les aider à surtout pour les nouveaux partenaires, de comprendre la plateforme et comment tout ça fonctionne, pour du coup avoir un meilleur service pour nos marchands. Donc voilà, maintenant je travaille vraiment de manière assez proche avec nos partenaires et pour les aider pour vraiment comprendre toute la plateforme de manière plus technique et nos API, etc., etc. Ok, merci Mathilde. Donc, je rappelle que Mathilde va nous aider sur les réponses aux questions s'il y a besoin et apporter. Alors, Mathilde, si tu veux intervenir en cours de présentation qu'on a structuré avec Robin, évidemment, tu n'hésites pas, bien entendu. Alors, première partie, ça va être une partie que je prends en main. On va parler d'intégration de données. Je vais vous recadrer un tout petit peu, en très peu de slides d'ailleurs, la notion d'intégration de données et puis ce qu'on voit concrètement quand on parle d'intégration de données. Alors, intégration de données, juste, je ne vous fais pas le coup d'une grosse définition. On extrait, on transforme éventuellement et on réinjecte. Un des acronymes, mais alors il y en a beaucoup dans l'intégration de données, des acronymes. J'en ai pris un qui finalement passe le temps, parce que celui-là, il existe depuis longtemps, l'ETL. Mais en fait, il y en a, voilà, l'intégration de données, comme beaucoup de domaines dans l'informatique, il y a presque autant d'acronymes que de prestataires. Celui-là a l'avantage, ETL, de ne pas être lié à un prestataire et d'être pérenne. Mais bon, c'est voilà, l'intégration de données étant la terminologie française de la plus simple, avec des enjeux tout simples. L'intégration de données, c'est d'abord de la distribution de données. J'ai besoin de faire passer d'un point A à un point B, en l'occurrence d'un logiciel A vers un logiciel B, des données, de l'information. Bien évidemment, je dois conserver une bonne qualité de cette information. Je ne dois pas la dégrader en la transférant d'un logiciel à un autre. Ça doit me faire gagner du temps. L'intégration de données informatiques, bien, c'est pour aller plus vite que
la diligence ou le collaborateur qui change de bureau, je caricature un peu, mais l'objectif, c'est vraiment que tout ça se fasse sur un séquençage qui correspond aux besoins du projet. Et puis, il y a évidemment une notion de gestion des risques d'erreur à limiter. Et donc, dans l'intégration de données, dans la préparation des projets d'intégration de données, on a une grande attention qui est portée à la notion d'erreur. Et la notion d'erreur, c'est par exemple, bien la donnée devait passer d'un logiciel à un autre, elle n'est pas passée, pour X raison, qu'est-ce qu'on fait? Comment on gère ça? Voilà. Alors, moi, ce que j'aime bien dire dans l'intégration de données, parce que ce n'est pas forcément ce que dira Robin, c'est que, en fait, la réalité, c'est qu'on va prendre un Shopify Plus comme plateforme e-commerce, on va le connecter à un certain nombre de logiciels et on va s'apercevoir que ce qu'on a en face, c'est-à-dire le SI, le système d'information, ou les systèmes d'information, on peut dire les deux, c'est en fait un monde complètement hétérogène de technologies qui ont été bâties avec le temps, plus ou moins bien gérées avec des prestataires ou en interne. Alors moi, j'ai cette culture parce que j'ai été DSI. Quand je suis arrivé DSI dans ma société, j'ai trouvé un système d'information qui était comme il était, qui a évolué sous ma direction et qui après a été repris par un DSI après, qui lui-même a fait évoluer le système d'information. Et donc, on a des logiciels plus ou moins récents, plus ou moins modernes, et des systèmes d'information, il faut faire avec. Et j'ai intitulé cette slide « Les DSI sous pression » parce qu'en fait, les DSI sont tout le temps sous pression. Les directeurs informatiques, on peut aussi les appeler comme ça, ça c'est du vécu, hein, ce sont des gens à qui on ne dit jamais merci, mais à qui on vient en permanence poser des questions aussi simples que celles que j'ai mises, c'est du vécu. Et pourquoi nous, on n'a pas tel logiciel, etc. Et pourquoi ceci, cela. Et puis aussi, tiens, on a un super prestat que nous a conseillé quelqu'un, il faut le tester, envoie-nous un fichier en dehors de toute règle de sécurité des données. Et on a ce contexte-là dans lequel on va arriver avec un projet Shopify Plus. Et il faut avoir cette conscience qu'on n'est pas forcément, dans un projet Shopify Plus, on n'est pas forcément attendu par la direction des systèmes d'information qui va avoir énormément de questionnements quand on va arriver avec la culture qui est la culture de l'écosystème et de la plateforme Shopify. Une DSI n'est pas forcément capable de naturellement prendre en compte le projet. Ils n'ont pas forcément les ressources ad hoc. Ils n'ont pas forcément la techno n'est peut-être pas dans les recos. Souvent, dans les DSI, il y a des cadres qui sont donnés aux technologies qui sont autorisées et aux technologies qui ne sont pas autorisées. Bon, ben voilà. Shopify Plus va arriver. Est-ce que ça fait partie? Est-ce que c'est du bon côté de la force? Pas forcément. Et quand je dis recommander, je pense aussi, on peut mentionner, parce que je l'ai encore vécu dans un projet avec un grand compte que je suis, le fait que, par exemple, dans le contrat Shopify Plus, il n'y a pas de SLA, il n'y a pas de Service Level Agreement. Si vous avez déjà regardé un contrat Shopify Plus ne s'engage pas par contrat à réparer Shopify Plus en 1 heure, en 2 heures, en 4 heures. Parce que Shopify Plus, Mathilde, tu pourrais le confirmer, dit tout simplement, si la plateforme ne marche pas, on ne gagne pas d'argent, on est mort. Donc, c'est hors de question. Et la réalité, on le sait bien tous, que quand la plateforme a un petit OK, ça dure quelques minutes en général. Donc, ça n'a pas de sens de mettre un SLA là-dedans. Mais il y a des DSI qui travaillent donc avec leur service juridique et pour lesquels ça peut être un no-go de ne pas avoir la possibilité de négocier des SLA. Et ça peut faire partie du coup des choix impossibles pour une DSI. Et donc ça, il faut le vérifier avant. Et puis il y a la notion budgétaire. Ça, c'est toujours un peu touchy, ce sujet-là. Mais quand une DSI a une méthodologie de dépense, de budget, eh bien, un budget moins important d'une solution A par rapport à une solution B, et on sait que Shopify Plus, qui a poussé récemment, je ne les ai pas mis, mais vous pouvez trouver des slides faites par Shopify Plus qui comparent le coût de projet d'un Shopify Plus par rapport à Salesforce Commerce et par rapport à Magento Commerce, qui est en faveur de Shopify Plus. Le coût projet, mais aussi le coût de gestion globale post-lancement, mais ça peut faire peur, à contrario, à des équipes qui vont challenger le côté
sérieux en fait, de la plateforme parce qu'elle n'est pas assez chère. Alors, ça peut paraître choquant si on n'est pas dans une culture DSI, mais je peux vous garantir que dans des DSI, c'est des sujets qui se traitent. Très Non, important. ce n'est pas assez cher, il faut dépenser, il faut finir le budget. Ou au contraire, non, il n'y a pas de budget cette année parce qu'on est au taquet. Et puis, bien sûr, tout ceci dans une forme de disponibilité de temps. On sait que Shopify Plus permet de faire des projets beaucoup plus rapidement, globalement. Mais une DSI qui a l'habitude de faire des projets à un certain rythme, ça ne va pas forcément l'arranger qu'on vienne en lui disant mais attends, tac, tac, on fait ça en 3 mois. J'ai vu Heinz, ils ont fait ça en 7 jours, en 5 jours. Quand on se met à la place d'un DSI de ses équipes, ce n'est pas forcément ce qu'on a envie d'avoir dans les pattes. Parce qu'on va être challengé durement et on n'a pas forcément les moyens pour répondre. Donc, il faut avoir ça aussi en tête en amont même d'un projet d'intégration de données. C'est le contexte du client et de sa DSI. Alors, quelques points chauds que moi j'ai pu relever au gré des projets d'intégration de données auxquels moi j'ai pu contribuer. Alors, c'est une évidence, mais ça va mieux en le redisant. Il faut bien entendu identifier où sont les bases de données maîtres, où est la donnée initiale, d'où elle part, de quelle base de données ou de quel logiciel associé à une base de données. C'est critique, évidemment. Prenons un exemple de numérotation, par exemple, de commandes. Est-ce que Shopify Plus va pouvoir dérouler sa numérotation de commande sans encombre, ou est-ce qu'elle va venir potentiellement en conflit avec une numérotation interne d'un autre logiciel, auquel cas il faudra jouer sur le préfixe, sur le suffixe, il faudra jouer sur quelque chose pour éviter des conflits potentiels de données. Ça, c'est très important. Quelles sont les contraintes sur les données existantes? Ça va faire partie d'un travail de fond. Robin certainement va en reparler, mais je ne résiste pas à vous donner quelques exemples vécus. Par exemple, dans Shopify Plus, c'est quelque chose qui choque beaucoup. Je vous dis ça parce que je l'ai vécu, d'avoir des consultants ERP ou des consultants de système face à moi qui étaient choqués qu'il n'y ait pas de recommandation de taille de champ à la base dans Shopify. Le champ adresse 1, il fait la taille qu'il fait, le contenu. Mais manque de bol, dans beaucoup de systèmes historiques, il y a des tailles de champ maximales. Et si on prend l'adresse, par exemple, et qu'on se projette en dehors de France, où le numéro de la rue est en premier, mais il y a beaucoup de pays où le numéro de la rue est après le nom de la rue, eh bien moi j'ai vu des projets où il y avait des livraisons qui ne pouvaient pas être faites parce qu'il manquait le numéro de la rue, parce que le champ adresse avait été tronqué, parce que les spécifications avaient été mal gérées ou parce qu'il n'y avait pas possibilité de faire autrement, je ne sais pas, mais enfin bon, c'était mal fait. Et ça, c'est des choses qui existent, de même qu'un système qui va exiger un champ, une donnée qui n'existe pas dans Shopify Plus et qui n'est pas utile dans Shopify Plus, mais si cette donnée, si cette colonne dans le fichier n'existe pas, l'intégration ne se fera pas. Donc ça va faire partie aussi des enjeux des intégrations de données. Et je vous donne un autre exemple qui est un vécu. Qui est là dans l'autre sens, je dirais, une remontée dans Shopify Plus. Une personne s'est abonnée à la newsletter sur le site, super, elle est abonnée, c'est descendu dans le CRM. Cette personne, plus tard, se désabonne du newsletter via le footer de la newsletter. Ça se met à jour dans le CRM. Mais oui, mais a-t-on pensé à faire l'intégration de données pour mettre à jour dans Shopify Plus le fait que la personne n'est plus abonnée à la newsletter? Voilà, ça, ce sont des cas très concrets qu'on gère dans les intégrations de données, pour lesquelles il va falloir un outillage ad hoc pour faire ça, parce que ça va un peu partir dans tous les sens. Autre point, et Robin aussi, je pense, en parlera, c'est la notion de volume de données. Et ça, dès qu'on est sur des gros volumes, dans les intégrations de données, on a des problématiques potentielles de temps. Donc, quand on fait des projets internationaux, par exemple, on est parfois embêté parce que la nuit n'est pas la même partout. Or, historiquement, l'informatique fait beaucoup de choses la nuit pour faire passer des données, faire des calculs, etc. Et quand on a un projet qui est sur toute la Terre entière, comment on fait? Sachant qu'en plus, on le sait, les API de Shopify Plus ont des limites. C'est pas forcément ce qui fait plaisir à tout le monde, hein, on peut parler franchement, mais elles sont là, donc il faut faire avec. Hein. Et dernier point, qui sont toujours un grand classique, les docs sont rares, donc on a un existant.
même les gens en face de nous, côté DSI, enfin je dis nous en me plaçant d'un côté Shopify Plus, ne sont pas franchement au courant des données. Il y a souvent des contenus de champs qui ont été dérivés avec le temps de leur origine initiale. Je vais vous donner un exemple. Quand moi j'étais DSI des parfums au sein de Shiseido, il y avait un champ, dans le RP, il y avait un champ type de facture qui avait presque 100 options. Et je peux vous garantir qu'il n'y a pas 100 types de factures dans la vie. Il y avait eu des types de factures créés avec le temps pour des cas spéciaux, des cas spécifiques. C'était devenu juste l'anarchie totale. Voilà, donc ce contexte des données, voilà, des sujets, il y en a plein dans l'intégration de données qui sont des sujets de réflexion et de spécification. Alors, je terminerai ma petite intro avant de passer la main à Robin pour vous mettre en condition avec un schéma, je ne dirais pas un schéma type, mais un schéma auquel moi j'ai pu être confronté d'une intégration, d'une implémentation, d'un déploiement de Shopify Plus sur un scope international, avec en plus un petit peu de Shopify POS, tant qu'à faire. Donc, on va avoir plusieurs back-office Shopify Plus dans différents pays avec différentes devises, différents langages, des Shopify POS qui sont rattachés au back-office géographiquement situé le plus proche, on va dire. Et puis derrière, tout un stack de logiciels. Les WMS, c'est les entrepôts, tout simplement, alors différents entrepôts. On va avoir derrière du CRM, on va avoir de l'ERP, on va avoir des data lakes, on va avoir plein de choses. Et tout ça, on va discuter selon des specs qui vont être mis en place. Ça va partir dans tous les sens. Et quand on voit un schéma comme ça, et quand on voit, bien sûr, fait exprès de vous mettre plein de flèches dans tous les sens, mais je pense que j'en ai oublié, là, on comprend que pour ce type de projet, et même s'il y avait un petit peu moins de back-office, il va falloir qu'on s'intéresse sérieusement à l'intégration de données et que ce soit un vrai projet avec une vraie dimension réflexion, d'une part, et une dimension quel outil je vais prendre pour gérer tout ça dans le contexte de ce que je vous expliquais, c'est-à-dire toutes les problématiques de transformation de données qu'il va falloir gérer, d'une part, et puis faire avec les systèmes existants et les technologies existantes. Voilà la petite intro que je voulais vous faire, et je passe la main à Robin, qui va nous parler un petit peu plus en détail de comment lui, il fait. Merci, Christophe. Non, ça, c'était une très, très bonne introduction. Je peux ajouter le problème des adresses dans beaucoup de places en Afrique, par exemple, Moyen-Orient. Il n'y a pas de numéro civique. Alors, comment c'est la bâtisse blanc à côté de la bâtisse rouge? Alors, c'est très compliqué. Je peux ajouter aussi, c'est que l'intégration, on veut éliminer tous les processus manuels parce que les processus manuels coûtent très cher. Il y a deux chiffres qu'on regarde de très près. Premièrement, c'est le nombre de commandes. Normalement, pour faire de l'intégration, pour justifier l'intégration, on veut voir entre 20 et 25 commandes par jour. Si c'est moins de 20 commandes, ça ne vaut pas la peine de faire et d'investir. Mais quand on touche 20 à 25 commandes par jour, ça commence à être très intéressant. L'autre chiffre qui est très important, c'est la valeur de la commande. C'est-à-dire, si c'est une commande qui vaut moins de 100 $, vous perdez l'argent à faire un processus manuel. Alors, ça vaut la peine d'intégrer. Alors, si vous avez un gros volume de transactions de petite valeur, il y a un gros retour sur l'investissement parce qu'il y a des erreurs qui s'introduisent et il y a le coût des employés, de l'infrastructure. Si c'est une valeur de plus que 100 $, on voit souvent que c'est un point entre la valeur de la commande et le nombre de commandes qui est important. Alors, nous, l'intégration de données, notre plateforme est basée sur Amazon. On fait du point à multipoint. Alors ça, c'est très différent
que l'intégration traditionnelle qui est de transférer des données de point A à point B. Nous, on se sert d'un data warehouse, si vous voulez, et on se sert de microservices. Alors, et sur Amazon, notre plateforme est ce qu'on appelle serverless. Les connecteurs sont indépendants, c'est-à-dire que nos intégrations ne sont pas linéaires. On prend des données de Shopify, on les écrit dans une base de données et les données sont maintenant disponibles pour toutes les autres intégrations qu'une compagnie peut tourner. Et parce que c'est basé sur Amazon, on peut faire de l'intégration en temps réel et on peut transférer des données en temps réel. Ça aussi, ça dépend complètement des systèmes informatiques qui sont dans l'infrastructure de la compagnie. Si vous avez des applications qui n'ont pas de API ou qui tournent en batch, de transférer des données à volume en temps réel, ça va être impossible. Alors, c'est très important quand on structure un projet de commerce avec Shopify Plus, de regarder quelles sont les interfaces qui sont disponibles sur les applications. Si par exemple, et j'ai vu beaucoup d'applications, c'est seulement un fichier plat et on transfère le fichier par FTP. Ça, c'est vraiment du batch. C'est un processus qui est assez simple et c'est lent. Alors, si vous avez 12 000 commandes par jour, un processus FTP va ralentir l'expérience du consommateur. Ça va prendre du temps à processer ces commandes et c'est assez lent. L'autre chose que ça fait, c'est que ça peut introduire des erreurs. Alors, pour nous, on supporte des transferts de données en temps réel ou en batch. On normalise les données sur notre plateforme dans nos bases de données et on peut introduire toutes les règles de la business. Alors, c'est-à-dire s'il y a une transformation de code UPC en SKU, par exemple, ça, on peut faire ça. Normalement, ça se fait au niveau de l'application, mais ce n'est pas toujours possible. C'est agile, c'est élastique parce que c'est basé sur une technologie de microservices et évidemment, on fait de l'EDI. Ça, c'est notre historique. On offre un tableau de bord qui donne un survol de ce qui se passe en temps réel. Alors ça aide de visualiser les processus qui sont en cours et les erreurs, etc. On va changer maintenant de slide, Christophe. Hébergé sur AWS, au niveau de Shopify, et je peux dire que Shopify, parce qu'on travaille avec toutes les plateformes e-commerce, on a travaillé avec Magento, on a travaillé avec BigCommerce, on a travaillé avec Shopify. Shopify vraiment a les meilleurs API dans le domaine. Et ça, c'est parce qu'il se sert d'une technologie qui a été développée par Facebook, et ça, c'est GraphQL. GraphQL, c'est un peu compliqué d'implanter, mais c'est une technologie qui est légère et rapide. Alors, nous, on fait où possible avec tous les API de Shopify, on essaye d'implanter du GraphQL partout. Évidemment, on fait du REST et on fait la première génération de web services qui est du SOAP. Et ça a été inventé en 2000 par des gens de Berkeley. Les intégrations sont hébergées sur notre cloud, sur Amazon. Et au niveau de
de l'EDI, évidemment, on supporte les standards de NCX 12 en Amérique du Nord et UNEDIFACT en Europe. Ou possible, et ça c'est important qu'on regarde à des intégrations en temps réel, si les plateformes informatiques peuvent supporter des webhooks ou des transferts de données en temps réel basés sur des événements, on va implanter des webhooks. Alors, avec Shopify, par exemple, nous, on a une application privée qu'on installe dans le site de Shopify Plus et on installe des webhooks qui fait le transfert en temps réel de commandes sur notre plateforme. Alors, c'est pas un processus batch où on interroge l'API pour prendre les commandes. Les commandes sont envoyées directement en temps réel chez nous. On va changer de slide. On a à peu près 300 connecteurs avec différentes plateformes. On fait des ERP comme SAP, ECC, du Microsoft, Nav, AX. On fait du D65 Business Central, Finance and Operations. Des CRM, par exemple, on fait du Salesforce Marketing Cloud, on fait du Amazon, etc. Alors, il y a beaucoup d'intégrations qu'on a développées. Nos intégrations sont développées à peu près à 80% et le 20% qui reste, c'est vraiment la configuration spécifique au client. Et selon les besoins et selon les règles d'affaires. Prochaine. Ça, c'est notre tableau de bord. C'est vraiment pour gérer les intégrations, pas physiquement changer les intégrations, mais de visualiser ce qui se passe, résoudre des problèmes et de voir les erreurs et de surveiller les flux de transfert. On a un module de support technique où les gens peuvent entrer des demandes et ça, c'est relié directement à nos systèmes internes. On se sert de Jira et c'est assez puissant. Alors, c'est vraiment un outil que beaucoup de nos clients se servent pour voir en temps réel ce qui se passe sur nos plateformes. Du coup, c'est utilisé, c'est un outil qui est utilisé du coup par des techniques, mais aussi par des fonctionnels. C'est ça, oui. Dépendant de l'organisation, oui. Alors, je vais passer rapidement ce slide parce que nos plateformes sont basées sur Amazon AWS et on a conçu nos intégrations avec des microservices. La plateforme et les intégrations sont élastiques et évolutives. Ça veut dire qu'on peut changer selon les besoins du client. C'est pas des intégrations qui sont fixées dans le temps, qui vont jamais changer. Multidirectionnel en temps réel, si possible. Et on se positionne envers le client pour vraiment être le lien entre le site Shopify et les systèmes internes. Alors, de faire la traduction, de faire les liens entre les deux systèmes, de vraiment comprendre comment la business tourne et comment l'intégration est reliée à l'expérience du consommateur qui va acheter sur le site Shopify. On va changer. Alors, nos clients sont au Canada. On a commencé au Canada il y a 27 ans, mais on a des clients aux États-Unis, en Europe, en Angleterre et au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite, à Dubaï. C'est des clients de différentes tailles. On a des petits clients sur Shopify et on a des clients qui sont énormes, qui font beaucoup de business, qui tournent des chiffres d'affaires qui sont assez intéressants sur Shopify et qui reçoivent un chiffre de commandes qui est assez élevé. Alors ça, c'est pour
vraiment démolir la mythologie que Shopify est pour des petites entreprises. Parce que je peux vous dire, on a des clients qui font des 45 000 à 60 000 commandes par jour sur Shopify Plus. Oui, Alors, 45 000 à 60 000 commandes jour. Oui, oui. Ça, c'est pas des petits volumes. Non. Alors, certainement, on a des sites qui font du 25 à 100 commandes par jour. Ça, c'est assez petit. Mais pour cadrer où Shopify se place, Shopify, oui, certainement, peut traiter des petits clients, mais c'est aussi des très, très grands sites. Alors, et ça, c'est important parce que c'est une évolution avec beaucoup de plateformes qui sont sur le marché maintenant. Quand on monte à un certain nombre de transactions, on a des problèmes. Et avec Shopify, on n'a vraiment pas ce problème parce qu'on a une évolution de Shopify de base à Advanced à Shopify Plus. Alors ça, c'est très intéressant. On a des data centers aux États-Unis. On a 2 aux États-Unis. On a un au Canada, à Montréal. Et on a un centre en Irlande, à Dublin, pour nos clients européens. Notre plateforme est RGPD compatible. Ça veut dire qu'on a les moyens d'éliminer l'information privée sur les clients et on a, dans notre contrat de client, on a aussi tous les clauses qui s'impliquent pour le RGPD. D'accord, ça veut dire si dans une interface, dans une des interfaces de l'intégration de données d'un client, il y a des données clients et que ces données doivent être effacées, alors selon un process qui est défini par le client, hein, vous, derrière, vous les effacez correctement. Oui. Okay. Oui, on le fait manuellement pour le moment parce qu'il n'y a pas de processus défini par la communauté européenne. Alors, c'est vraiment cas sur cas. Shopify a un processus aussi et on suit le processus de Shopify, mais c'est à la demande du client. Okay. Et donc là, l'idée, c'était que tu nous présentes des cas d'intégration sur la base de Shopify Plus avec VLOmni, oui, pour illustrer concrètement les choses. C'est pour encore une fois parler de cette méthodologie que Shopify, c'est vraiment pour des petites entreprises. La première exemple qu'on a ici, c'est une compagnie de vêtements d'hommes. C'est Tip Top Tailors. En fin de compte, c'est trois compagnies qui sont sur Shopify Plus. C'est multi-boutique. Ils tournent Microsoft D365 Business Central. Et comme POS, ils ont LS Retail, qui est un produit qui vient d'Islande. C'est le POS que IKEA tourne, Adidas tourne. Alors, c'est un POS assez complexe. Ici, on a fait l'intégration avec Business Central à travers LS Retail, mais on fait la création de produits sur le site Shopify, la mise à jour de produits, les commandes, les shipments, l'inventaire, la mise à jour des prix, des promotions. On annule des commandes sur Shopify directement de l'ERP. Et on fait la capture de paiement sur Shopify Plus parce qu'eux, ils font ce qu'on appelle un pre-authorization. C'est un pré-auth sur les commandes. Alors, ils réalisent le revenu quand le produit est expédié.
Alors ça, c'est un site qui est très gros. Eux, ils sont dans les environs de 6 à 10 000 commandes par jour sur les 3 sites. Et tu as mentionné une action toute bête qui est annuler des commandes. Oui. Hier, j'étais en conférence avec un de mes clients qui s'est lancé sur Shopify Plus récemment. Oui. Et là, ils n'ont pas prévu le cas de l'annulation d'une commande quand une commande est passée sur le site, passe en logistique et parce que, par exemple, il n'y a plus les quantités ou je ne sais quoi. La commande, en fait, elle est mise en erreur. Oui. C'est même pas annulée, en fait, elle est mise en erreur sur le logiciel WMS. Et là, il ne se passe rien. Donc, la commande est toujours en attente de livraison côté Shopify Plus. Parce que l'interface n'a pas été dessinée dans l'autre sens. Ouais, et le logisticien a dit oui, j'ai un connecteur Shopify, ce qui parfois simplifie le travail, mais son connecteur ne prévoit pas ça. Non. Ça, c'est assez commun parce que c'est pas... Et ce qu'on voit avec l'intégration en ce moment dans le monde de Shopify, et ça, c'est depuis le commencement de COVID, c'est que les exigences sont de plus en plus complexes. Ça veut dire que les liens entre le ERP, le WMS et Shopify, ce que les gens recherchent, c'est beaucoup plus sophistiqué que c'était il y a 1 an et demi à peu près. Alors, Christophe, ton exemple d'annulation de commande, c'est pas seulement ça, mais c'est annulation de lignes de produits sur une commande. Ça, on fait ça chez TipTop. Alors, ça, oui, ça doit être, ça fait partie de la stratégie d'implantation de qu'est-ce qu'on va faire exactement et comment est-ce qu'on va le faire. Et souvent, ce qu'on voit, c'est que les intégrations qui sont plug and play, qui sont offertes par les compagnies logistiques, ils font simplement les commandes et les shipments et rien d'autre. Alors, tu as un autre exemple? Oui, je pense qu'on a 2 autres exemples. Ouais. Alors, il y a Ecobee, qui est une compagnie canadienne aussi. Ils sont à Toronto. Ça, c'est multi-boutique. Alors, eux, ils ont un site pour les États-Unis, un site pour le Canada et ils ont un site B2B pour les contracteurs qui implantent des systèmes de chauffage, etc. Ils font de l'EDI parce qu'ils vendent chez, par exemple, Home Depot, Rona ici au Canada, Lowe's aux États-Unis, et ils vendent sur Amazon Seller Central. Alors, ils ont leur propre magasin sur Amazon aussi. Alors, nous, ici, on a fait de l'intégration, c'est multi-boutique Shopify, c'est vers NetSuite, et on fait de l'intégration vers leur système logistique. Alors, c'est une tierce partie qui fait la logistique pour eux. Alors, c'est un site assez complexe. Eux, sur Black Friday, Cyber Monday, eux, ils font 60 000 transactions facilement dans une journée. Alors, ça, c'est pour dire que c'est Shopify Plus, c'est pour des grosses entreprises. Ça, c'est une assez grosse boîte. Leur thermostat, ils font compétition avec Nest et je ne sais pas, en France, avec la compagnie française Netamo, je pense qu'ils font compétition avec eux. Alors, c'est un produit qui est très intéressant. Ils ont maintenant, je pense qu'ils viennent juste de lancer une ligne de caméra de sécurité. Alors, et la prochaine, eux, ils sont sur NetSuite, mais la prochaine que j'ai, ça, c'est une compagnie en Arabie Saoudite. Eux, ils tournent Microsoft D365 Finance and Operations. Alors, ça, c'est dans la gamme de produits de Microsoft, dans le passé, il y avait Nav, Navision et il y avait AX. Alors, Nav a été remplacé avec Business Central dans le cloud
et AX a été remplacé par Finance and Operations. Alors, ça, c'est une compagnie en Arabie Saoudite qui vend des cosmétiques. Ils ont des boutiques à Jeddah. C'est une compagnie qui est basée à Jeddah. Ils ont des boutiques à Riyad et à Dhahran, dans l'est du pays. Et eux, ils se servent du POS de Microsoft. Alors, le prochain projet qu'on a, c'est de relier et de faire l'intégration avec leur système POS avec Shopify pour la loyauté. Alors, c'est de faire le lien entre le offline et le online. Alors, ça aussi, c'est une entreprise. Eux, leur volume est assez petit, mais ce qui est intéressant avec l'Arabie Saoudite et le Moyen-Orient, et pour ceux qui regardent le commerce international, ce qui est intéressant ici, c'est que on a des situations où il n'y a pas de numéro civique dans les adresses. Les paiements ne sont pas avec des cartes de crédit dans 80% des commandes parce que les gens n'ont pas de carte de crédit. Alors, c'est du COD, Cash on Delivery. Et ça c'est un processus qui doit être bien pensé parce que c'est quoi le retour vers Shopify quand la commande a été livrée et payée? Parce que ce n'est pas évident qu'on ferme la commande sur Shopify. Parce que si on ne ferme pas la commande sur Shopify, la commande reste ouverte. Alors, c'est des choses qu'on doit penser dans l'intégration. Et nous, quand on fait de l'intégration, on est de première base consultation et stratégique. Parce que c'est très important de comprendre les processus avant de faire l'exercice technique. Alors, je pense que ça, c'est tous les sites qu'on avait choisis pour présenter. C'est des bons exemples. Donc, si vous voulez poser vos questions, vous pouvez le faire dans le chat. Il y en a forcément une avant même que quelqu'un la pose. C'est combien ça coûte un projet d'intégration chez VL Omni? Une fourchette entre un projet simple, un projet moins simple, on parle de combien? Oui, c'est une très, très bonne question. Je pense qu'il faut commencer à regarder c'est quoi l'approche qu'on va prendre. Est-ce que c'est du plug and play qui est gratuit? Peut-être c'est fourni par l'intégrateur qui vend le ERP. Ça pourrait être peut-être le fournisseur logistique qui a une intégration qui fait partie de leur service. Ce qui est important là à comprendre, c'est que ces intégrations ont été conçues et conçues pour monsieur et madame tout le monde. Alors, ils vont être assez limités dans la fonctionnalité. Il y a certainement cette approche. Il y a une deuxième approche, c'est que l'agence ou l'intégrateur de l'ERP va faire du custom. Alors, ils vont construire une intégration. Ça peut coûter presque rien ou ça peut coûter quelque chose. Et après ça, il y a un autre niveau beaucoup plus sophistiqué qui est ce qu'on offre à VL Omni, c'est du iPaaS. Mais ce que je dis aux gens, c'est que les budgets vont être dépendants de ce qu'on met en place, la sophistication des transferts. Si, par exemple, on fait une création de produits, mise à jour de produits, l'inventaire, prix, etc., promotion, ça va être beaucoup plus cher que si on fait simplement des commandes et des shipments. Alors, c'est moi, pour vraiment préciser ça, je dirais entre 5 000 et on a fait des intégrations qui ont coûté 75 000 US, 100 000 $. Alors, ça peut être dépendant de ce que le marchand ou ce que le client veut faire. C'est très important de définir les processus
ce qu'on appelle, nous, les workflows, et de voir les applications. Est-ce qu'on peut faire ce que le client demande avec les applications? Parce que souvent, ce que le client veut faire et ce qu'on peut faire avec les applications, ce n'est pas possible. Et là, on rejoint le sujet que j'ai abordé en présentation, c'est-à-dire quelle est la culture de la DSI, qui est capable de faire ses specs à la DSI, est-ce que les docs existent, de quoi on parle? C'est ça. Et ça va impacter le projet, Ouais, forcément, la lourdeur du projet potentiellement aussi. c'est ça. Ce qu'on voit de plus en plus maintenant dans le domaine du commerce, c'est que les DSI n'ont pas l'expertise. Ils sont là pour gérer les applications, pour gérer les réseaux, etc. Mais ils n'ont pas l'expérience au niveau de parler avec les agences qui font le développement du front-end, le site web, et de faire le lien entre les applications et les opérations. Et souvent, et c'est pour ça qu'on présente un processus qui commence avec la consultation, de définir la stratégie. C'est que ce qu'on trouve, c'est qu'il y a le commerce touche plusieurs parties d'une entreprise. Ça touche le marketing, les opérations, l'informatique, service à la clientèle. Alors, c'est très important de prendre des gens de tous ces domaines-là, les mettre dans une chambre et de parler de c'est quoi l'expérience du consommateur, c'est quoi l'expérience qu'ils veulent engendrer sur le site web. Parce que tout ça fait partie de l'intégration. Historiquement, le projet où j'ai eu le plus de monde autour de la table sur des définitions d'interface, on était 11. Donc moi, j'étais côté agence. Il y Wow. avait 2 logiciels internes. Il y avait le logiciel du logisticien. Voilà, on était 11 à avancer ensemble sur la définition de l'intégration des données, puis les mouvements de données entre les différents logiciels avec tous les sujets donc, de qualité de données, de problématiques de taille de champ et donc un certain nombre d'autres sujets que j'ai cités précédemment. Ouais. Quand on travaille à 11, que ce soit en organisation de réunion, tout simplement, en compte-rendu de réunion, enfin, c'est infernal. Hein. Enfin, on perd du temps. On perd beaucoup de temps. Complètement. Et, ouais. Et ce qu'on trouve aussi, c'est que les gens pensent pas du budget. Le budget est vraiment visé vers ce qu'ils veulent faire sur le site web. Et quand on a un groupe qui est assez pesant au niveau du nombre de personnes, ça prend du temps. Ça coûte cher. Et si on doit définir les exigences durant ce processus, ça va coûter cher. Et c'est pour ça que ça peut coûter jusqu'à 100 000 $ facilement, si c'est un gros projet vraiment avec beaucoup de mouvements. C'est très rare, c'est très, très rare qu'on rentre dans une opportunité où il y a un document déjà en place. Ça, c'est très rare. Et alors, sur le sujet aussi de cette complexité parfois, bon, Shopify, tu l'as mentionné, c'est API, notamment GraphQL. Oui. Concrètement, les projets d'intégration que vous menez chez VL Omni entre Shopify Plus et des systèmes, effectivement, c'est des API ou en face, les systèmes raffolent de fichiers plats. Ça se passe concrètement. C'est quoi la vraie vie des intégrateurs? Christophe, ça serait fantastique de dire qu'on fait 100% de nos projets sur du GraphQL API. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, je dirais que plus que 50% de nos sites, c'est du API parce que les systèmes informatiques sont assez modernes. Si on regarde des sites comme NetSuite, Microsoft D365, 5, pardon, il y a des API. Mais il y a beaucoup de compagnies qui tournent des systèmes sur des AS400, sur des vieilles machines.
On fait du flat file, ça c'est certain. Mais on a beaucoup de sites où on fait du Shopify à l'EDI. Également, oui, l'IDI, Parce que ça, c'est la seule façon qu'ils ont à intégrer. L'EDI, c'est un acronyme qui, pour ceux qui le connaissent, renvoie un petit peu vers le passé, en fait, mais c'est toujours d'actualité. Ouais, ouais. Et c'est la norme historique, on va dire, d'échange de données. Ouais. Il y a un acteur du retail qui est très interfacé. J'ai fait plusieurs projets Shopify ou Shopify Plus interfacé à lui, c'est Cegid Y2. Un Cegid Y2, ils arrivent en disant on va faire des API, et en fait, en cours de projet, ils avouent qu'ils préféreraient des fichiers plats. Donc, c'est une réalité du marché aujourd'hui, le fichier plat, notamment, déposé sur un FTP à telle heure, avec donc toutes les règles d'erreur à gérer. Est-ce que si le fichier n'a pas été déposé ou s'il a été déposé 2 fois parce qu'il y a eu un problème de réseau, comment ça se passe? Et ça, c'est la réalité de l'intégration des données aussi. Puis ça fait partie aussi de la stratégie de comprendre comment on va résoudre les problèmes et qui va être responsable et c'est quoi le processus de faire un replay sur les données. Parce que si les données rentrent partiellement, qui va gérer le ERP pour enlever les données qui n'ont été pas traitées? Alors, ça, c'est plus technique, on a mentionné très rapidement, j'avais mentionné la vitesse autorisée des API. Oui, ça c'est un problème partout. Et alors, je ne sais pas si Mathilde a le droit de dire, mais moi j'ai entendu dire que parfois on pouvait négocier un peu la vitesse des API sur Shopify Plus. J'ai entendu dire ça. Est-ce que c'est une fausse rumeur? Est-ce que c'est une… Sur certains cas, il paraît que on a le droit. Toi, Robin, tu as déjà vu ça ou pas? Oui, oui. Oui, Oui, donc en fait, déjà, n'importe quel marchand sur Shopify Plus a 2 fois plus, enfin la limite pour les API calls, c'est 2 fois plus élevé. Donc, c'est déjà une bonne base parce qu'on sait que nos marchands Shopify Plus, en général, traitent un plus gros volume. Et dans certains cas, pour seulement des applications privées, pas publiques, mais on peut aussi changer cette limite de nouveau. Évidemment, c'est au cas par cas et ça dépend vraiment un peu du type d'application et un peu de la raison derrière ça, parce qu'en fait, ce qu'on veut éviter, c'est qu'une application soit construite de manière pas très efficace et que ce soit juste en fait que le besoin est là parce que l'application n'est pas vraiment optimisée et a besoin de faire plus d'appels. Mais maintenant, avec GraphQL, etc., déjà, ce problème devrait se présenter un peu moins. Mais sinon, pour les marchands Shopify Plus, vous pouvez en parler avec, si c'est avec soit leur launch engineer ou bien leur merchant success manager et ce genre de choses. C'est vraiment au cas par cas et on ne fait pas ça pour n'importe quelle raison, mais s'il y a vraiment une bonne raison, on peut en parler. Et de toute façon, effectivement, sur des applications privées seulement. Donc, je pense que ça c'est un problème aussi qu'on voit avec toutes les applications. La règle générale, c'est que ça prend 2 secondes pour mettre à jour un point de données. Alors, si je fais un changement d'inventaire, par exemple, un prix, la moyenne, c'est à peu près 2 secondes. Alors, point de vue stratégique, c'est important. Si vous avez un catalogue de 75 000 produits, vous n'allez jamais faire une mise à jour complète du catalogue parce que ça va avoir un impact sur la performance du site. Alors, on préfère mettre à jour seulement les deltas et les changements, mais pas tous les systèmes informatiques ont les moyens de sortir seulement les changements. Alors, ça, c'est un autre problème. Ça, c'est toutes les choses qu'on doit penser. Auxquelles on doit penser en mode projet. Et du coup, une autre question sera probablement la dernière. Par rapport aux connecteurs, on a parlé tout à l'heure du fait qu'un prestataire peut avoir son connecteur, ce qui peut simplifier le projet d'ailleurs, même si ce connecteur,
il est probablement standard pour tous ses clients, donc peut-être pas facile à customiser si on en avait besoin, mais bon, c'est une première aide, ça c'est bien. Et il y a aussi des outils un peu dans la mouvance no-code, type Ouais. Zapier ou Integromat ou des gens comme ça, qui permettent aussi de faire des intégrations un peu en mode Lego, etc. VL Omni, par rapport à ces outils-là, en deux mots, c'est quoi la différence? Euh, les produits comme Zapier puis Integromat, ça c'est vraiment des produits très simples. C'est conçu pour faire un mouvement de données bien spécifique et c'est conçu pour monsieur et madame tout le monde. Alors c'est simple, il n'y a pas de possibilité généralement de faire de modifications selon les besoins spécifiques des clients. Nous, par contre, on peut changer les intégrations, on peut les modifier selon les besoins. Et on peut gérer évidemment beaucoup plus de données que des produits comme Zapier, Integromat. Parce qu'il y a une chose qui est très importante dans cette discussion, c'est que avec plusieurs des produits qui sont plug and play, nous, dans l'industrie, on dit plug and pray. C'est que ces produits-là ne peuvent pas traiter des gros volumes de données parce qu'ils ont des limites internes. Et j'ai vu plusieurs situations où des gens ont choisi des produits comme ça et ils ont une grosse augmentation de volume de transactions et bang, l'intégration ne fonctionne plus. Alors ça, c'est... Alors moi je dirais plutôt les 80-20 que plug and ouais. pray, c'est-à-dire que ça peut être un bon démarrage, ça peut correspondre à 80% Oui, des besoins, et ouais, puis on va s'apercevoir une fois que le business est lancé, tu parlais d'augmentation de volume, mais ça peut être parce qu'il y a des cas d'usage qui apparaissent, c'est ça, qu'il va exactement. falloir aller sur une solution à un moment donné, dans un deuxième temps peut-être plus Plus customisable, sophistiqué, oui. parce que les volumes augmentent, on ne va pas pouvoir faire à la main tout ce qui est à la marge. Il y a un moment donné, il faut que les process qui entrent dans les outils soient beaucoup plus diverses que ce qu'on avait mis au départ. Mhm. Ça peut servir à ça aussi. Complètement, oui. Ok, bah on parle, il est 17h05. Comme on a commencé 5 minutes en retard, ça veut dire qu'on est pile à 1 heure Wow. de webinar. Donc, on va potentiellement, on ne va pas aller plus loin, puisque c'était l'engagement de tenir 1 heure, et pas plus, pour que chacun puisse retourner à ses activités. Donc, on va s'arrêter là. Merci Mathilde, merci Robin, de parler d'un sujet qu'on entend assez peu parler. C'est pour ça que moi, je voulais organiser ce webinaire. C'est parce que les sujets d'intégration de données et de Shopify Plus, ce n'est pas les sujets classiques qu'on traite. C'est souvent traité un petit peu après dans certains projets où ce n'est pas du tout abordé. Mhm. Et j'espère que ce webinaire et le replay qui pourra tourner pourra être utile aussi à des DSI ou à des consultants ou à des agences qui souhaitent se rassurer et peut-être pouvoir avancer sur des projets d'intégration de données et s'apercevoir que oui, il y a des gens dont c'est le métier. Et pourquoi c'est le métier? Parce que c'est un vrai métier. Voilà. L'intégration de données, ce n'est pas un truc qu'on fait au dernier moment, alors sinon on est mort. C'est un vrai projet qu'il faut penser dès le début. Voilà. Le sujet de ce webinaire, c'est parce que moi, j'ai vu que sur le marché, c'est quelque chose qui est encore peu développé. On en refera si nécessaire, mais en tout cas, voilà, on a au moins passé 1 heure à en parler autour de la problématique Shopify Plus et autres systèmes. Je remercie tous ceux qui se sont connectés, et puis, encore une fois, Mathilde et Robin, et puis je vais appuyer sur le bouton rouge qui va donc clôturer ce webinaire, et je vous souhaite à tous alors une très bonne journée à vous au Canada, et pour ceux qui ont écouté qui étaient en France, une très bonne fin de journée. Ouais, Et à merci bientôt tout le beaucoup, monde. Christophe. Merci, Mathilde. Merci beaucoup.